Aujourd'hui, on va parler d'une compétence un peu secrète, un super pouvoir discret, mais franchement ultra puissant pour quiconque bosse dans le design ou la tech. C'est ce qu'on appelle la curiosité stratégique. On va partir de cette image parce qu'elle est parfaite. Un vrai leader produit, ce n'est pas celui qui arrive et qui impose sa propre musique, non. C'est celui d'abord, qui écoute tous les petits murmures de l'orchestre pour ensuite composer une véritable symphonie de solutions. Tout part de là, pas de l'action, mais de l'écoute. On le sait bien, dans le monde de la tech, tout nous crie d'aller plus vite. La pression du marché, les investisseurs, le rythme effréné des sprints, c'est une course permanente. Et face à cette pression, le réflexe, c'est quoi? C'est de jouer sa partition le plus vite possible. Allez, on avance. Mais c'est là que les meilleurs leaders font un truc complètement contre-intuitif. Ils appuient sur pause. Ils écoutent avant de jouer. Et attention, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. C'est la base, le fondement même de la curiosité stratégique. Alors cette pause, ce n'est pas juste un moment de vide, bien au contraire. C'est là qu'on déploie un outil très spécial, un véritable antidote à ce qu'on pourrait appeler la vitesse toxique. Voilà, on y est. La curiosité stratégique, ce n'est pas juste s'intéresser à tout ce qui passe de manière un peu floue, non. C'est une démarche ciblée, presque chirurgicale. Le but, ce n'est pas d'accumuler des tonnes d'infos, mais de trouver les angles morts. Vous savez, ces zones d'ombre où se cachent les vrais problèmes et donc les vraies opportunités. La différence est énorme en fait. La curiosité générale, c'est comme jeter un large filet qui ramasse tout ce qui flotte en surface. La curiosité stratégique, c'est un sonar de pointe. Il cartographie les fonds marins inconnus pour éviter les icebergs et surtout pour trouver les trésors cachés. Et ça pèse lourd. Chaque décision de design, même la plus petite, c'est un pari sur l'avenir. Placer un bouton ou un menu sans comprendre le pourquoi du comment, c'est planter une petite graine d'incertitude. Et à la fin, on se retrouve avec un champ de doute. C'est exactement ça. La curiosité stratégique, elle ne ralentit pas le projet, elle s'assure que la vitesse nous emmène au bon endroit. C'est le garde-fou qui empêche de dépenser une énergie folle à construire un pont magnifique, mais qui mène au mauvais endroit. Ok, l'idée est claire. Mais concrètement, on fait comment? Comment on cultive ce truc? Eh bien, tout commence par changer de posture. Il faut se mettre en mode explorateur. Un leader vraiment curieux, il fait exploser les silos. Il ne se contente pas de parler à son équipe, non. Il va voir les ingénieurs, le support client, le marketing. Il va même chercher à comprendre pourquoi certains clients ont préféré aller voir la concurrence. C'est comme ça qu'on obtient une carte complète et juste de la réalité. Tenez, un exemple tout bête mais hyper puissant. Posez cette question à l'équipe du support. C'est une mine d'or. Ça révèle les frustrations cachées, les petits cailloux dans la chaussure des utilisateurs que l'équipe produit, elle, ne voit jamais. C'est ce qu'on appelle un signal faible, mais à très, très haute valeur. Pareil, côté ingénieur. Demander ça, ça peut révéler des choses incroyables. Peut-être que les maquettes ne sont pas claires ou qu'un vieux bout de code rend la moindre modification hyper douloureuse. C'est une information cruciale pour la suite. Mais il ne suffit pas d'écouter. Il faut aussi savoir poser les bonnes questions. Pas des questions qui cherchent à confirmer ce qu'on pense déjà, mais des questions qui bousculent, qui ouvrent de nouvelles portes dans la tête des gens. Voilà un grand classique de questions catalytiques. Elle est géniale parce qu'elle oblige tout le monde à oublier les solutions évidentes. Elle force à être créatif, à trouver des approches radicalement différentes et, souvent, bien plus intelligentes. Bon, tout ça, c'est bien joli en théorie, mais est-ce que ça marche pour de vrai? Allez, passons à la preuve par l'exemple, avec quelques cas très concrets de boîtes qu'on connaît bien. Premier cas, Slack. À un moment, l'équipe voulait améliorer la fonction de recherche parce que tout le monde disait qu'elle était trop lente. L'hypothèse de départ, c'était purement technique. Il fallait optimiser l'algorithme. Mais au lieu de se lancer dans des mois de développement coûteux, la leader design a fait une pause et a enquêté. Et la découverte a été incroyable. Le vrai problème, ce n'était pas la vitesse, c'était que les gens ne savaient pas dans quel canal chercher. C'était un problème cognitif, pas technique. La solution? Mettre en place des règles de nommage plus claires, simples, rapides, et l'impact a été immédiat. On passe à Figma. L'équipe recevait plein de rapports de bugs à propos d'écrans noirs qui apparaissaient en mode présentation. Le cauchemar. Là encore, réflexe classique, on plonge dans le code, on cherche le bug. Mais la curiosité a poussé à observer ce que les gens faisaient. Et en fait, le bug n'existait pas. Les utilisateurs ne trouvaient tout simplement pas le bon bouton pour lancer la présentation correctement. Il était mal placé. Un simple repositionnement du bouton a réglé ce qui semblait être un problème technique hyper complexe. Allez, un dernier exemple, très parlant, chez Spotify. Ça concerne la fonction de lecture aléatoire, le fameux shuffle.
Cette fonction existait depuis des lustres, mais son usage stagnait. Une petite enquête, née de la curiosité, a révélé que beaucoup d'utilisateurs ne comprenaient tout simplement pas ce que voulait dire l'icône. Ils ont fait un changement visuel minime, presque invisible. Et le résultat, c'est ça qui est fou. Plus 12% d'utilisation. C'est l'exemple parfait d'un tout petit effort pour un impact énorme. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait? Comment on développe ce super pouvoir à notre propre échelle? Voilà une petite feuille de route en 5 points. 1. Mettre en pause le réflexe de solution. C'est le plus dur. Résister à l'envie d'avoir la réponse tout de suite. 2. Chercher activement les angles morts. Écouter ce qui n'est pas dit. 3. Multiplier les points de vue en allant parler à tout le monde. 4. Poser des questions qui dérangent un peu, qui bousculent. Et 5, le plus important, transformer tout ça en un plan d'action clair. Parce que la curiosité sans action, ça ne sert à rien. Pour finir, gardons cette image en tête. Dans un monde où tout bouge tout le temps, la capacité à prendre un instant pour regarder l'horizon avec précision, pour voir ce que les autres ne voient pas encore, ce n'est pas un luxe. C'est ce qui fait la différence entre un navire qui arrive à bon port et un autre qui s'échoue. La vraie question n'est donc pas si on doit utiliser cet outil, mais bien quand on décide de s'en servir.